Le silence dure 7 secondes. Pas parce que quelqu'un l'exige, mais parce que personne n'est capable de réagir à temps. Un corps se met en mouvement, l'autre s'immobilise. Ce qui semblait être une règle devient doute. Ce qui paraissait être de l'autorité perd sa forme. Dans un espace où chaque geste obéit à une hiérarchie rigide, quelque chose vient de se produire trop vite pour être expliqué, mais assez lentement pour être vu par tous. L'impact ne vient pas du bruit, mais de son absence. Il n'y a ni cri ni célébration, seulement la certitude que cet instant a séparé l'avant de l'après. En 7 secondes, tout un ordre a été démantelé sans annonce, sans discours, sans violence excessive. Ce qu'il reste, c'est la sensation inconfortable que quelque chose de profondément erroné a été exposé devant des témoins immobiles, et que rien dans cet endroit ne fonctionnera plus jamais de la même manière après cela. Peu avant, la porte du dojo s'ouvre en fin d'après-midi. La lumière entrebâsse, découpant l'espace en bandes opaques sur le tatami usé. L'odeur de bois ancien, de sueur séchée et de discipline accumulée au fil du temps domine l'air. Un jeune homme s'arrête à l'entrée, sans hâte, observant. Il ne parle pas. Son corps est compact, contenu, attentif. Aucun signe extérieur de défi. Juste une présence. L'entraînement se poursuit encore quelques secondes, jusqu'à ce que les regards se détournent. Un malaise immédiat s'installe, non déclaré. L'espace réagit avant les mots. Ce lieu n'est pas neutre. Chaque mur porte des symboles, chaque posture implique une permission tacite. La simple présence de ce jeune homme déplace quelque chose d'invisible, comme si une règle non écrite avait été violée par le simple fait qu'il soit là. L'instructeur s'approche sans élever la voix. Il n'en a pas besoin, la hiérarchie fait le travail. Un geste bref indique la limite. Le message est clair, même sans être long. Cet espace n'est pas pour lui, pas aujourd'hui, pas ici. Non pas à cause de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il représente. Les élèves observent en silence, certains curieux, d'autres convaincus que cela se terminera rapidement. Pour eux, il n'y a pas de véritable conflit, seulement une correction de l'ordre. Pour le jeune homme, le moment a un poids différent. Il comprend le risque d'avancer et le coût de reculer. Il ne s'agit pas d'entraînement, ni de prouver sa force. Il s'agit d'accepter ou non la place qu'on tente de lui imposer. Le temps ralentit. La décision ne peut être repoussée. Le prochain mouvement, quel qu'il soit, aura une conséquence immédiate. Le dojo occupe un bâtiment discret à San Francisco, éloigné des zones les plus animées, comme s'il cherchait à préserver un ordre propre, isolé du monde extérieur. Au début des années 1960, cet espace fonctionne comme un territoire fermé, où la tradition est loi et où l'adaptation est perçue comme une menace. Les murs en bois absorbent le son des impacts, ne renvoyant que des échos secs et contrôlés. Les symboles suspendus ne sont pas décoratifs, ils servent de rappel constant de qui commande ici. Le tatami, marqué par l'usure, conserve la mémoire d'innombrables entraînements et confrontations silencieuses. Rien dans cet environnement n'a été pensé pour accueillir la nouveauté. Chaque détail renforce la continuité, la répétition, la permanence. C'est un lieu qui n'attend pas d'être remis en question, encore moins défié par quelqu'un qui ne porte pas l'apparence adéquate, ni l'origine acceptée. Les élèves s'entraînent en rang organisé, mouvements synchronisés, visages sérieux. La discipline est presque militaire, et le silence entre les commandes pèse autant que les coups. Il y a de la fierté, mais aussi une vigilance constante. Chaque pratiquant sait exactement où il se situe dans la hiérarchie. Il ne s'agit pas seulement de technique, mais d'appartenance. Ceux qui s'entraînent ici apprennent vite que le respect ne se conquiert pas uniquement sur le tatami, mais par la conformité à des règles implicites. Le regard collectif agit comme un filtre. Celui qui s'intègre passe inaperçu. Celui qui ne s'intègre pas devient trop visible. Lorsque le jeune homme reste à l'entrée, aucun entraînement ne s'arrête complètement, mais rien ne continue de la même façon. Sa présence brise la cadence parfaite, créant une irrégularité que personne ne sait corriger sans intervention directe. Le contexte extérieur au dojo amplifie ce climat. San Francisco vit des tensions culturelles évidentes, bien que rarement verbalisées à cette époque. Les arts martiaux, bien qu'orientaux dans leur origine, sont devenus des espaces sélectifs, contrôlés par des traditions réinterprétées pour exclure. Le paradoxe n'est pas perçu par ceux qui en bénéficient. À l'intérieur, l'idée de pureté technique sert de justification élégante à des décisions motivées autrement. Le jeune homme le comprend en observant les visages autour de lui. Il n'y a pas d'hostilité ouverte, seulement un consensus silencieux. Il n'est pas rejeté comme individu particulier, mais comme symbole de quelque chose que cet espace refuse d'accepter. Le refus a été décidé avant même qu'il ne franchisse la porte. L'instructeur incarne ce système avec précision. Sa posture est ferme, assurée, façonnée par des années de reconnaissance interne. Il ne crie pas, ne menace pas, il n'en a pas besoin.
Son corps occupe le centre de l'espace naturellement, comme si le tatami lui appartenait. Lorsqu'il s'approche, il le fait avec un calme administratif, non agressif. Pour lui, la situation n'est pas un affrontement, mais un ajustement, une correction nécessaire pour maintenir l'ordre intact. Il se croit protégé par la tradition, par le groupe et par la certitude que rien ici ne peut le surprendre. Le jeune homme devant lui ne semble ni dangereux ni urgent, simplement inadapté. Cette lecture erronée soutient toute la sécurité qui domine l'environnement à cet instant. Bruce Lee reste immobile, sans croiser les bras, sans incliner la tête en signe de soumission. Son corps n'exprime pas le défi, mais il ne recule pas non plus. L'inégalité est évidente. Il est seul, vêtu simplement, sans insigne, sans élèves autour de lui. Face à lui, l'instructeur porte le poids symbolique du lieu, renforcé par des dizaines de regards alignés derrière lui. Ce n'est pas un affrontement équitable. Cela ne l'a jamais été. L'environnement entier agit comme une extension de l'antagonisme, exerçant une pression silencieuse pour que la situation se termine par le retrait de l'intrus. Chaque seconde debout là augmente le malaise collectif, non pour le groupe, mais pour celui qui ose ne pas obéir immédiatement. L'attente est claire. Il doit comprendre le message et partir, préservant la normalité du lieu. Certains élèves échangent des regards rapides, d'autres ajustent leur posture, attentifs. Personne ne parle, mais le corps collectif penche légèrement en faveur de l'instructeur. La pression ne vient pas des mots, mais de leur absence. C'est un consensus silencieux, confortable, bâti sur la certitude que cette hiérarchie n'a jamais été véritablement contestée. Bruce Lee le perçoit clairement. Il observe des appuis mal répartis, des centres de gravité trop confiants, des respirations hautes. Il n'analyse pas pour attaquer, mais parce que c'est ainsi qu'il se repère dans le monde. Tandis que les autres le voient tout comme un problème à éliminer, il lit l'environnement comme un système prévisible. Pourtant, il ne bouge pas. Le conflit grandit précisément parce que rien ne se passe. La tension s'accumule dans la pause, comme un élastique trop tendu. L'instructeur interprète le silence comme de l'hésitation. Pour lui, l'absence de réponse confirme la lecture initiale. Insécurité. Peut-être peur. Sa voix surgit enfin, brève, contrôlée, suffisante pour formaliser l'exclusion. Il n'y a pas d'insulte explicite, seulement une règle commode, énoncée comme si elle avait toujours existé. L'origine de Bruce Lee est mentionnée de manière indirecte, mais sans ambiguïté. Le message est reçu par tous. Cet espace ne s'adapte pas. Celui qui ne s'intègre pas doit accepter. L'instructeur pense clore l'affaire. En proposant un test rapide, presque protocolaire, il imagine réaffirmer son autorité devant les élèves et transformer la situation en leçon de discipline. Il ne réalise pas qu'en faisant cela, il crée la seule ouverture réelle par laquelle tout va s'effondrer. Bruce Lee sent l'étau du choix se resserrer. Refuser le test signifierait accepter le récit imposé. Accepter, en revanche, comporte le risque d'être réduit à un spectacle ou à un agresseur. Le dilemme est interne, silencieux, résolu en quelques secondes. Il ne veut pas gagner ici. Il veut clore cela de la manière la plus propre possible. Son corps se détend imperceptiblement, non en préparation agressive, mais en économie. Il ajuste sa base, observe l'espace disponible, mesure la distance exacte. Il n'y a pas de colère visible, seulement de la concentration. L'erreur de l'antagoniste est de confondre calme et fragilité. L'erreur collective est de croire que la force s'annonce avant d'agir. La pression atteint sa limite. Le prochain mouvement ne sera pas symbolique. Il sera définitif. Le cercle se forme presque sans ordre. Les élèves reculent de quelques pas, ouvrant l'espace central du tatami comme s'ils obéissaient à un rituel ancien. L'air semble plus dense. Le son des entraînements parallèles cesse complètement. Il n'y a pas de public bruyant, seulement des corps immobiles, attentifs à chaque micro-geste. L'instructeur avance vers le centre d'un pas assuré, confiant dans le contrôle de l'environnement et dans le poids symbolique de sa position. Pour lui, c'est encore une démonstration, pas un risque. Bruce Lee entre dans l'espace avec la même économie de mouvement qu'il a maintenue depuis la porte. Rien ne change dans son expression. Il ne regarde pas les élèves, ne cherche pas l'approbation. Son regard reste fixé sur le corps en face, attentif à l'axe, à la respiration, à l'intention avant le geste. L'espace est restreint, ce qui favorise celui qui comprend la distance. Le tatami ne permet ni fuite large, ni mouvement ample. Chaque centimètre compte. L'instructeur ajuste sa posture avec une confiance visible, convaincu que la force et la tradition suffisent. Il ne perçoit pas que sa confiance se manifeste par des excès. Épaules tendues, base légèrement haute, attente de contrôle immédiat. Bruce Lee voit tout. Son corps reste souple, comme s'il attendait un signal extérieur qui ne vient jamais. Le temps semble s'étirer. Les élèves ressentent le délai comme un inconfort physique,
non comme du suspense. Personne ne parle. Le moindre son briserait quelque chose qui tient encore. La confrontation n'a pas commencé, mais elle occupe déjà tout l'espace disponible. Il y a un instant où l'instructeur sourit discrètement, certain qu'il est sur le point de mettre fin à cette interruption. Pour lui, le test rapide est une concession, pas un risque. Il avance d'un demi-pas, juste assez pour affirmer sa présence, attendant une réaction prévisible. Bruce Lee ne recule pas, n'avance pas. Il ajuste simplement son poids de façon presque invisible. La décision est déjà prise, mais pas annoncée. Le silence n'est plus attente, il est compression. L'environnement entier retient son souffle sans s'en rendre compte. C'est le seuil exact où l'erreur se fige. L'instructeur croit contrôler le temps. Bruce Lee comprend que le temps appartient à celui qui lit en premier. Lorsque le mouvement commence enfin, il n'y a pas d'explosion immédiate. Il y a de la précision. L'instructeur initie l'action avec une confiance mécanique, attendant résistance ou choc frontal. Ce qu'il trouve, c'est l'absence. Le corps en face ne répond pas comme prévu. En fractions de secondes, la lecture erronée se révèle. L'espace qui semblait sûr se referme. La base cède. L'équilibre se perd avant que l'esprit ne suive. Il n'y a pas de force excessive, seulement un déplacement juste au moment exact. Pour ceux qui regardent, tout va trop vite pour être suivi étape par étape. Pour celui qui exécute, chaque action est inévitable. Le confrontation franchit le point de non-retour. À partir de là, il n'est plus possible de prétendre qu'il s'agit d'un simple test contrôlé. Ce qui était en jeu vient de changer de nature. La première seconde redéfinit la distance. Bruce Lee n'attaque pas, il retire la base de l'autre. Un ajustement minime d'angle déplace le centre de gravité de l'instructeur avant que la force ne soit appliquée. Le corps entraîné à résister rencontre le vide. La seconde suivante, la tentative de correction arrive trop tard. Le bras cherchant le contrôle ne trouve qu'un passage, guidé hors de l'axe. Il n'y a pas d'impact sonore, seulement une efficacité silencieuse. Le tatami reçoit le poids de manière inégale, trahissant la perte d'équilibre. Les élèves voient le corps qui incarnait l'autorité quitter sa position correcte, et cela suffit à briser l'attente. Rien ne semble violent. Tout paraît juste. La lecture anticipée transforme l'intention en erreur, et l'erreur devient conséquence immédiate. Aux 3e et 4e secondes, la séquence s'achève sans accélération inutile. Bruce Lee n'entre que ce qu'il faut, utilisant le mouvement de l'autre comme moteur. Une redirection brève neutralise la tentative de saisie. La pression est appliquée exactement là où elle empêche toute continuité, non la respiration. L'instructeur tombe à genoux avant de comprendre pourquoi. Il n'y a pas de temps pour une réaction émotionnelle. Le corps apprend en premier. La 5e seconde clôt toute possibilité de récupération. La position finale ne blesse pas, mais domine complètement. C'est une contention propre, sans équivoque, impossible à contester sans aggraver sa propre situation. Le silence grandit parce que le résultat ne laisse aucune place à l'interprétation. À la 6e seconde, Bruce Lee est déjà en train de sortir de la position. Il ne fixe pas, ne prolonge pas, ne cherche pas l'applaudissement. Le contrôle a été démontré. Insister serait excessif. La 7e seconde est la libération. Le corps de l'instructeur reste immobile, non par douleur, mais par compréhension tardive. L'espace se rouvre, non par ordre, mais par instinct collectif. Ceux qui observent comprennent que tout s'est terminé exactement quand il le fallait. Il n'y a eu ni humiliation publique, ni violence inutile. Seulement une démonstration irréfutable de lecture, de timing et d'économie. La courte séquence concentre des années d'entraînement invisibles, révélées uniquement lorsque la pression l'exige. Lorsque Bruce Lee recule d'un pas, le contraste s'achève. Il défait sa posture avec le même calme qu'à l'entrée. Il ne regarde pas le sol, ne fixe personne. Le geste final est de retenue morale, non technique. Il pourrait rester, imposer, transformer la scène en spectacle. Il choisit de conclure. Cette décision redéfinit le sens de ce qui vient de se produire. La victoire n'est pas le corps sur le tatami, mais la limite respectée. Le dojo, auparavant rigide et sûr de lui, soutient maintenant un silence différent. Ce n'est pas la peur. C'est une reconnaissance involontaire. Le moment décisif s'est achevé en 7 secondes. L'impact, lui, ne fait que commencer. Le silence qui suit n'est pas vide. Il pèse. L'instructeur reste à genoux un instant qui semble trop long pour être ignoré et trop court pour être expliqué. Personne ne se précipite pour l'aider immédiatement. Non par manque de respect, mais parce que le corps collectif traite encore ce qu'il a vu. Le son le plus fort dans le dojo est désormais la respiration contenue des élèves, irrégulière, comme si tous avaient été surpris hors du rythme. Les regards autrefois assurés se détournent. La hiérarchie qui organisait l'espace perd sa netteté. Il n'y a eu ni cri, ni coup final, ni geste de victoire. Pourtant, quelque chose s'est achevé de manière définitive. L'absence de réaction amplifie l'impact.
Ce qui s'est produit ne permet pas de commentaires immédiats, car toute parole semblerait inadéquate face à la clarté du résultat. Bruce Lee n'occupe plus le centre. Sa présence se déplace vers la périphérie de l'espace presque sans être remarqué. Il n'attend ni autorisation ni reconnaissance. En s'éloignant, il transforme le foyer de la scène. Le corps autrefois perçu comme intrus devient désormais une référence silencieuse de contrôle. L'instructeur se relève seul, ajustant sa posture avec soin, conscient de chaque regard autour de lui. Il n'y a pas de confrontation verbale, ni tentative de renverser la lecture collective. Tout geste en ce sens paraîtrait fragile. La défaite ne réside pas dans la position précédente sur le tatami, mais dans la conscience que l'erreur était structurelle, non circonstancielle. Le choix de Bruce Lee de clore l'action empêche toute narration d'humiliation et oblige l'environnement à ne faire face qu'aux faits bruts. Le dojo réagit par un changement de température émotionnelle. La rigidité cède la place à un malaise réflexif. Les élèves restent silencieux par un respect non imposé, mais appris en quelques secondes. L'antagonisme qui soutenait l'exclusion ne trouve plus d'appui automatique. Non parce que tous ont changé d'opinion, mais parce que la certitude a été ébranlée. La force démontrée n'a pas exigé de soumission, elle a simplement mis en évidence une limite. Bruce Lee ne revendique pas l'espace, ne réclame aucune réparation. Son choix final redéfinit le sens de la scène. Ce n'était pas un défi remporté, mais un ordre exposé comme défaillant. Le monde autour commence à se réorganiser à partir de cette nouvelle information, sans encore savoir comment la nommer. Dans les jours qui suivent, l'épisode n'est pas annoncé, mais circule, non comme une rumeur exagérée, mais comme un récit précis, répété toujours de la même manière. 7 secondes, sans blessure, sans spectacle. La constance des détails empêche toute déformation. Dans d'autres dojos, des instructeurs écoutent avec un scepticisme initial, suivi d'une curiosité professionnelle. Il ne s'agit pas d'humiliation publique, mais d'une compétence rare. Les histoires qui varient à trop meurent vite. Celles qui restent identiques prennent du poids. Le nom de Bruce Lee commence à apparaître dans des conversations techniques, non comme provocateur, mais comme référence inattendue. La validation ne vient pas du groupe qui l'a rejeté, mais de l'écosystème plus large des arts martiaux, qui reconnaît les schémas lorsqu'il les voit. Certaines portes s'ouvrent sans invitation formelle. Entraînements observés, conversations discrètes, tests silencieux. Bruce Lee ne change pas d'attitude. Il n'utilise pas l'épisode comme un titre de légitimité, ni ne le répète comme un récit personnel. Son comportement confirme ce que le moment avait déjà suggéré. Ce n'était pas une exception, mais l'expression naturelle d'une méthode cohérente. Ceux qui le rencontrent perçoivent rapidement qu'il n'y a aucun désir de revanche, seulement de continuité. La technique reste propre, adaptable, efficace. Ce qui paraissait auparavant incompatible avec la tradition commence à être vu comme une évolution possible. L'acceptation n'est ni totale ni immédiate, mais elle est réelle. L'épisode du dojo cesse d'être un événement isolé et devient un point de référence pour quelque chose de plus vaste. Pour Bruce Lee, l'impact est intérieur avant d'être extérieur. Ce qui s'est produit renforce une conviction déjà présente. L'art martial n'appartient pas à une culture spécifique, mais à la compréhension du corps humain et de ses limites. L'expérience confirme que l'autocontrôle n'est pas une faiblesse et que la retenue consciente transforme le conflit en enseignement. Il ne garde aucun ressentiment de ce qui s'est passé. Il garde de la clarté. La certitude qu'avancer sans but serait du gaspillage. L'épisode devient un repère silencieux, non pour la gloire personnelle, mais pour l'alignement entre compétence et éthique. La décision prise en 7 secondes commence à orienter les choix futurs avec une précision similaire. Le dojo où tout s'est produit ne redevient jamais exactement le même. Aucune plaque ne change, aucune règle écrite n'est modifiée. Pourtant, quelque chose se déplace. Le silence de ce jour demeure comme une référence tacite. L'exclusion automatique perd de sa force. Des questionnements surgissent, même s'ils ne sont pas verbalisés. L'instructeur continue d'enseigner, mais avec une conscience différente de la limite. Les élèves s'entraînent désormais en sachant que l'autorité ne se soutient pas uniquement par la position. L'héritage n'est pas une révolution explicite, mais une érosion lente de certitudes injustifiées. L'histoire ne se termine pas par une victoire célébrée, mais par une réflexion inévitable. Lorsqu'on détient le pouvoir, le choix révèle le caractère. L'utiliser pour humilier ou pour enseigner détermine ce qui demeure après le silence.